Un, deux. Ah, bonjour. Bonjour tout le monde. Parfait. Bienvenue tout le monde à la présentation de WatchGuard cet après-midi, un atelier technique. Fait que j'ai travaillé quelque chose pour rester dans les choses que le monde aime, les attaques informatiques. Mais on va en décortiquer une, on va en voir une, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je me présente, Patrice Desaulniers. J'ai essayé de garder secret le fait que je travaillais pour WatchGuard, je suis en sécurité informatique. Mon département de marketing n'avait pas la même idée. Fait que, mais ça marche. J'aimerais commencer rapidement, parce que je ne suis pas sûr. Il y en a, je vous ai rencontrés, il y en a, je sais, vous connaissez WatchGuard, mais vu que je ne suis pas certain de ce que tout le monde, les gens connaissent, pour ceux qui ont déjà entendu WatchGuard, ceux qui ont déjà vu WatchGuard, c'est les boîtes rouges, la ligne rouge dans le rack de serveur à quelque part, c'est nous autres. Fait que le monde pense que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai passé une bonne partie à dire c'est pas juste ça. On va voir la portion du milieu, j'ai parlé d'une console centralisée, différents groupes de produits. On fait maintenant pas juste de la sécurité réseau, le sans-fil, l'authentification multifacteur, la sécurité endpoint. On est rendu là. On n'a plus juste la boîte rouge qui rentre dedans. Fait qu'au lieu d'avoir ça maintenant, on est carrément rendu à une solution plus complète. Et à toutes les fois qu'on va parler d'un produit, ça va être de la sécurité. Vous avez vu qu'il y avait du sans-fil, il y a de la sécurité dedans le sans-fil. Fait que c'était un petit peu la présentation que je voulais faire de WatchGuard pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Ce n'est pas juste un gars de boîte rouge. Puis vu qu'aujourd'hui, on va parler d'attaque, on va parler de la détection de ce qu'on va faire, ça se fait sur la station de travail, sur le endpoint. Et vous allez m'excuser, des fois, je vais divaguer, j'utilise beaucoup de mots anglais. Si vous n'êtes pas sûr, vous me tirez. Ceux qui sont passés, qui ont nos balles acquis, vous pouvez nous tirer. Je vais revenir. Vous êtes prêts? Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec ça, les attaques Living of the Land? Ou vous êtes tous là pour comprendre un petit peu c'est quoi? Y a-t-il un qui veut prendre un guess? Toi, tu veux comprendre? Parfait. On va faire ça. OK. Bon, pourquoi je l'ai laissé comme ça? L'expression « living of the land », puis pourquoi que ça se traduit mal? En fait, vous allez comprendre mon accent. J'ai un accent de fermier, je viens de Shawinigan. Et puis, « living of the land », ça veut dire « vivre de ce que la terre nous donne ». C'est la vraie traduction. Si j'avais fait la traduction en français de ça aurait écrit ça. Et ça a l'air d'une expression fermière. Le concept en arrière de ça, c'est que les attaques, on va aller voir, ça devient une technique. C'est les Living of the Land, c'est une technique d'évasion. Puis je vais te donner l'explication complète de qu'est-ce que ça fait. Dans les techniques d'évasion, je voulais faire le tour avec vous autres, qu'est-ce qu'on avait? On a les techniques d'injection de contenu. Les exemples, injecter du code, injecter un DLL, une portion dans un DLL qui est déjà en mémoire, ces choses-là. L'idée en arrière de ça, c'est que le threat actor, le pirate, ce qu'il veut faire, c'est de passer au travers la protection que vous avez déjà installée. On a beaucoup de protection. C'est toutes des techniques qui vont passer, éviter de se faire pogner pendant l'attaque. Technique basée sur des signatures. Fait que quand on a une détection signature, ceux qui sont venus me voir, j'ai parlé, l'antivirus détecte des signatures. C'est une détection par signature. Fait que si le malware existe, puis qu'il voit le même format, il va le trouver. Par contre, s'ils font une mutation de code, c'est le même virus, mais il a changé de forme. Je me suis mis un masque. Fait que c'est une technique pour dire la signature ne le détectera pas. Fait que ça, c'est une autre technique d'évasion. Une troisième, basée sur le comportement. Fait qu'on va essayer de voir, est-ce que l'environnement est monté, est-ce qu'il est monté de façon spéciale? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de m'attraper? Fait que le malware va essayer de détecter, avant de partir, est-ce que je roule dans une sandbox? Parce qu'il y en a des gens qui vont dire, bien, on va essayer de détecter les malwares, on va les faire rouler dans une machine qui est en dehors du réseau, qui est une simulation. Le malware va dire, moi je suis dans une simulation, j'ai une machine virtuelle, je ne pars pas. Parce qu'il pense que c'est fait pour l'attraper. Une autre technique, les techniques d'anti-analyse. Encore là, on va voir, est-ce que je roule dans une VM? Est-ce que je roule dans un mode débogage? Y a-t-il un analyste qui est en train d'analyser ou de renverser mon code? Si c'est le cas, le code actuel n'essayera pas de rouler. Fait que c'est une autre technique d'évasion. La dernière technique, c'est les fireless attaques, fireless malware. Traduction, technique sans fichier. On va essayer de rouler en mémoire seulement. Fait qu'en ne déposant pas de fichier, un antivirus traditionnel qui ne regarde ce qui se passe sur le disque dur va dire il n'y a pas de malware, il n'y a pas de fichier. Donc, c'est une technique qui est là. Les macros,
sont un exemple dans un fichier Excel. Parce qu'il va monter en mémoire, la macro va décoller, et dans un fichier Excel, elle n'est pas lisible. Quand elle est rendue en mémoire, elle n'est pas sur le disque. C'est une façon de passer au travers. Et dans la liste des techniques sans fichier, les attaques Living off the land sont là. Fait que dans les catégories d'évasion, c'est ça aujourd'hui. C'est quoi une attaque Living off the land? C'est que je vais prendre des outils qui sont déjà là. Je n'ai pas besoin de télécharger rien. C'est déjà présent dans le système d'exploitation. On va voir une série d'exemples. Puis, généralement, c'est tout ça pour, on va dire, des outils légitimes. Fait que vous allez voir, on va utiliser, dans une des attaques, qui utilise certutil, qui est l'outil, qui est la ligne de commande pour installer ou manipuler des certificats dans Windows. On va voir utiliser WScript, qui est l'outil, inclus dans Windows encore, qui lance des scripts. Fait que, c'est pas des malwares, on a beau regarder ça, c'est légitime, ça fait partie du système d'exploitation, mais on va exploiter ces outils-là. Comme exemple, certutil, il nous permet, bizarrement, de télécharger quelque chose. Fait que si je mets sur un fichier à moi, probablement dans un pays en Europe de l'Est, qui parle comme une équipe de hockey rouge qui était venue jouer contre la note au Canada il y a certaines années, je ne vais pas nommer de pays, mais je le mets là, puis que je me sers de certutil pour aller chercher des données là, en mettant une extension .crt, mais le système va penser que c'est un certificat, puis il va le télécharger. Pourtant, ça peut être un malware. Donc, je me sers d'un outil local pour aller télécharger des données à l'extérieur. Ça, c'est un des exemples que je vais donner. Fait que, en faisant ça, en utilisant les outils légitimes, on reste en dehors de la vue des détections de malware traditionnelles, les antivirus qui vont dire il ne se passe rien, c'est juste certutil qui roule. Fait que, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça devient beaucoup plus difficile. On reste complètement en mémoire. Fait que tout ce qui scanne le disque ne verra jamais rien. Fait que c'est une bonne technique d'évasion de ce côté-là. Puis on ne laisse pas de traces. Un coup, le problème lancé, si on voulait juste une extraction de fichiers, ça a monté en mémoire, ça a pris des fichiers, ça les a copiés. On n'a rien installé dessus et je m'en vais. Ça disparaît de la mémoire. On redémarre le poste, plus rien. Fait que c'est des attaques qui sont plus furtives, que je dirais. On commence généralement l'attaque. On peut, je suis en train de sauter celle-là. On peut lancer, aussitôt qu'on a lancé un script, vous allez voir, il y en a une qui est faite à partir le vieux LNK, qui date. Là, je parle d'avance de ce qui s'en vient, mais on va aller chercher d'autres attaques Living off the land à partir d'une première attaque Living off the land. Fait qu'on va pouvoir lancer des choses subséquentes en allant chercher d'autres données, d'autres lignes de commande via des outils. Fait qu'on va lancer ça via soit un script, soit un PowerShell. Vous allez voir ouvrir la console Windows. Fait que vous allez voir qu'est-ce qui se passe en arrière de ça. Et actuellement, ce qu'on voit, et cette donnée-là, et malheureusement, je trouvais que ça loadait la slide un petit peu. Ceux qui veulent prendre une note, parce que je vais vous donner des liens, je vais vous donner des outils qui ne sont pas nécessairement WatchGuard, mais celui-là, c'est un outil de WatchGuard. Secplicity.org, c'est un site qui n'est pas le site watchguard.com, mais il n'est pas écrit là. Je viens de vous le donner. Mais Secplicity, on a des statistiques, puis ce qu'on voit avec nos outils de détection, autant les pare-feux, autant les endpoints, on est capable de dire que cette année, en 2023, 90% des détections de malware sur les endpoints ont été lancées avec des scripts. Fait que c'était des débuts par script. Fait qu'on est rendu là. Fait que c'est actuellement le mode le plus répandu, 90%, pour lancer une attaque. Ça va jusque-là? Excellent. Un autre outil. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? C'est quoi avec quoi les attaques peuvent être lancées? Il y a un site, ça, disclaimer en français, disclaimer, ce que je veux vous montrer, c'est un site qui s'appelle LOLBAS, et ce site-là répertorie l'ensemble des outils Living off the land qui sont utilisés par les attaques aujourd'hui. Fait que, on va aller voir dans ça, comme ça, des exemples courants d'outils qui sont lancés. CMD, facile. CMD, vous savez à quoi ça sert. On rouvre la commande. Du fait même, le Super PowerShell, fait que c'est un ou l'autre. On va lancer ça. Quand on regarde ça là, du côté d'une analyse malware, quelqu'un lance PowerShell, il n'y a rien, tout est normal de ce côté-là. C'est avec ça qu'on gère le poste. Certutile, j'en ai parlé tantôt, l'outil pour aller chercher les certificats. Run DLL 32 pour injecter, peut-être injecter des DLL. Vous vous rappelez des tentatives d'évasion qu'on avait vues dans le premier slide.
WScript, qui est là depuis très longtemps dans Windows, servait à lancer les scripts VB dans le temps, VBS, du Java, on peut lancer n'importe quoi. Mais en plus, WScript permet d'aller télécharger à l'extérieur des scripts. Fait que ce n'est pas nécessairement ce qui est local. Fait que je peux rentrer une adresse externe, puis je peux aller chercher un script à partir de là. MSHTA, celui-là, on l'avait perdu de vue. Un vieux restant de Windows 3.11. Levez la main, ceux qui ont les cheveux ou qui en ont plus, assez guéris pour vous avoir travaillé avec ça. MSHTA, HTML Application, c'était des applications précompilées d'HTML, puis on lançait. Mais c'est toujours là. Conhost, MSI Exec, encore là, on l'a déclaré mort. Il y a des systèmes qui l'ont encore. Fait que je suis capable de voir si je lance MSI Exec, j'ai peut-être de quoi pour aller lancer ça. Ouh, il a comme dompé ma... Si je fais ça, OK. Il a comme présenté ma slide au complet. Mais comment sont lancées les attaques? Comment que ça peut, à cette heure, qu'est-ce qui peut arriver pour que ça soit lancé? Un, ça peut être ce qu'on va appeler des vulnérabilités jour zéro. On va voir dans le premier exemple, c'est le début de l'attaque a été fait avec un compromis qui était inconnu. Fait que généralement, le code peut être poussé dans une faille de sécurité. On va avoir accès à un process qui nous donne accès en mode root à l'appareil. On va pouvoir lancer des scripts. Ça peut être le fameux Adobe Reader qui reçoit des patchs aux 3 mois, qui a une vulnérabilité. Fait que je peux insérer quelque chose dans un PDF pour aller lancer un script à partir de là. Je peux me servir de ces choses-là. Le deuxième truc qu'ils ont pour lancer ça, n'importe quoi qui permet de rouler des scripts, que quelqu'un pourrait décider de cliquer dessus. CMD, PowerShell, les fameuses pages web. Est-ce qu'on a verrouillé suffisamment nos navigateurs pour dire que quand je tombe sur une page qui a un script qui m'empêche, qu'il ne roulera pas automatiquement dans ma machine, puis qui pourrait rouler de quoi qui est malveillant, ou qui part de quoi qui est en mode sans fichier ou living off the land. Les fichiers HTML, on va reparler des shortcuts, les points LNK. Celui-là, je le trouve bien intéressant. Et encore une fois, Office, Adobe, tout le monde utilise ces fichiers-là à tous les jours dans des environnements de travail. Il y a des vulnérabilités. Madame Tremblay, elle a installé son Office ou son Adobe il y a 5 ans, puis faire des mises à jour, elle sent... Donc, ça fait longtemps qu'il est là. Il marche, ça rouvre des PDF, ça fait ce qu'elle veut, mais c'est dangereux. Il faut le surveiller. Ça fait partie de la surface d'attaque. Les plateformes de gestion distante, on en a 2. J'en mets 2 là. On va voir, on va reparler de Kaseya. Mais ces plateformes de gestion à distance-là sont pratiques pour les gens qui font du service géré. Mais ces outils-là ont aussi accès en mode admin sur tous les postes sur lesquels sont installés. Oh! On va voir de quoi avec ça. Et le fameux LNK. On reparle des HTA, HTML applications, les applications compilées. Et on remarque un retour du bon vieux .lnk, qui date encore aussi des vieilles Windows 95, tout ça, qui étaient les raccourcis qu'on mettait sur le bureau. Ce que vous voyez dans l'image en haut, c'est une capture d'écran du LNK Builder, qui est un outil web qu'on peut trouver sur le dark web et qu'on peut bâtir un LNK avec du code dedans. C'est bien le fun, parce que j'ai dit qu'est-ce que je veux lancer. Lui, il va donner tout ça, il fait un point LNK qui a de l'air d'un raccourci. Je mets ça dans un email, j'envoie ça à Mme Tremblay. Il n'y a pas de Mme Tremblay dans l'assistance. C'est mon nom fétiche pour ça. Mais on lance l'attaque, boum, c'est lancé. On va parler de l'attaque de Kaseya. J'en ai parlé. Fait que vite, 16 minutes, 2, 1, parfait, ça descend. Pour commencer, l'attaque de Kaseya est arrivée là en juillet 2021. Ça fait un certain temps. Mais elle a différentes choses, différentes techniques d'évasion qu'on a vues qu'elle va réappliquer. Puis au bout de la ligne, c'était une attaque Living off the Land qu'on avait vue, qui utilisait les outils locaux pour lancer et compiler un paquet de scripts, qui a affecté une quantité incroyable de clients en même temps. Notre heure ici, je pense que c'était 10 heures, mais c'était en même temps à travers le monde. Ce n'est pas à 10 heures partout, c'était en même temps. Donc à 9 heures dans la time zone avant, 8 heures, on s'en va comme ça. C'était timé pour que tout le monde parte. 80 millions en rançon qu'ils ont ramassé avec ça. C'était une des plus payantes dans le temps. Fait que 3 vulnérabilités 0D. Ils ont réussi à prendre contrôle de la console VSA. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vu que VSA permet d'aller faire des CMD, on se rappelle dans les outils Living off the Land, via le VSA agent, on était capable de lancer des CMD sur toutes les stations gérées, sont allés déposer un blob de données dans le serveur de Kaseya.
Puis on dit, on va rouler une commande. À un moment donné, et là, j'espère qu'on la voit bien. Oui, je la vois bien d'ici. Je m'en viens vieux quand c'est écrit petit, c'est tough. La commande qui a été lancée via l'agent distant de Kaseya, c'est la suivante. Est-ce que vous voyez bien en haut, c'est un CMD. Il y a un ping. Est-ce que vous voyez bien le ping en haut? OK. Le ping, il y avait un timer moyenne, il y avait un chiffre. Le chiffre permettait, était calculé de façon à ce que, quand je vous ai dit l'attaque était coordonnée, que ça fit pour que ça parte, que le reste de la commande parte à 10 heures notre heure. Donc, le chiffre dans la zone de temps suivante n'est pas le même, et dépendamment de l'heure qui est exécutée. Fait que pour que tout le monde parte en même temps. L'idée en arrière de ça, c'est que si je le pars en France, qui a 5 heures de différence avec nous autres, ils vont se rendre compte bien avant que ça arrive ici qu'il y a de quoi. Fait que l'idée pour les attaquants, c'était de partir l'attaque en même temps partout. Le ping faisait ça. Ensuite, ils ont lancé une commande qui est un PowerShell qui faisait un set MP préférence. Set MP préférence, c'est tout le settings de Microsoft Defender. Et là, si je vais les faire rapidement, on voit les deux qui attirent ma vue. Disable Real-Time Monitoring, on l'enlève. Disable Prevention System True. Puis là, ils ont commencé à enlever toutes les fonctionnalités de Windows Defender pour être sûr qu'ils ne pognent rien. Et je descends tranquillement, jusqu'à temps qu'on tombe à... Là, c'est dur, je n'ai pas un pointeur là-dessus. Dans la 5e avant-dernière, on voit le certutile.exe dans le bout. Est-ce que tout le monde le voit bien? Et là, certutile, c'était, avant, on fait un copy, certutile dans un fichier qui s'appelle cwindows cert. Fait qu'on est allé refaire le fichier certutile, qui est un fichier qui est valide. Mais s'il y avait quelque chose qui surveillait le vrai certutile, on était capable de le lancer pareil. Et là, on allait faire cert.exe pour aller décoder une string qui vient de l'agent, le blob. Vous vous rappelez, au début, j'ai dit on déposait un blob de données. Et on allait décoder ça. Boum! Un coup que c'était fait, le fichier qui était téléchargé, il était décodé, c'était un base 64. Il donnait deux fichiers, msmpengine.exe, qui était une version valide de Defender, mais qui était vulnérable aux injections DLL. Oh, on se rappelle-tu, injection DLL? Injection DLL, avec un DLL qui était REvil, qui est un crypto-locker. Donc, on descend. Fait que quand le système voyait arriver le fichier msmpeng, il disait, c'est valide. Il est vulnérable, il y a une vulnérabilité, mais c'est un vrai fichier Microsoft. C'était le réel qui venait de Microsoft. Il n'était plus disponible nulle part, mais il le repoussait là. Fait que ça permettait de rouler et d'injecter un DLL dedans, que finalement envoyait REvil hacking, et ils ont encrypté la quantité de clients de Kaseya en même temps. 80 millions. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que est-ce qu'on voit l'utilisation des outils, des commandes, des PowerShell, du certutile pour être capable de le lancer? Actuellement, il y avait aller jusqu'à temps qu'il défasse tout ça. On a un seul virus qui est probablement encrypté, qui est le MPSVC DLL, puis que c'est lui le malware. Mais pourtant, tout le reste, c'était des outils valides qu'aucun système de protection traditionnel aurait détecté. Pourquoi? C'est des outils Windows. C'est ça une attaque, Living of the Land. Est-ce que je donne trop d'infos? Non, ça va. Fait que, comment que nous autres, on a un agent. Quand je parle d'EDR, comment qu'on peut se protéger comme ça? On va revenir un petit peu. Bien, normalement, les outils avancés, si vous avez seulement dans votre environnement, ou si vous fournissez à vos clients des antivirus, on n'est plus là. C'était un petit peu mon point aujourd'hui. Comment prévenir ça? Il faut aller vers les EDR. EDR, ils vont détecter l'exécution d'un CMD, puis ils vont voir qu'est-ce qui se passe. L'EDR ne fait pas juste surveiller le disque. Il surveille la mémoire, surveille les ports réseau, surveille les accès processeurs. C'est vers là qu'il faut s'en aller. Pourquoi? Il faut voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, l'engin contextuel aurait détecté l'exécution d'un CMD. OK, on est là. Ah, un PowerShell qui essaie de lancer du code qui disable la sécurité. Ah, ça, par exemple, on l'aurait vu. On a les paramètres qui disent, OK, disabling Windows Defender with PowerShell, le premier en haut, c'est détecté par l'engin. Donc, ça prend des choses qui vont être capables de faire ça. Déjà là, un script qui commence à tout désactiver une protection, il n'est pas là pour vous rendre service. Il n'est pas là pour vous rendre la vie facile. En disant, hey, on va l'enlever, comme ça vous n'aurez plus d'alerte, vous allez pouvoir dormir le 26 décembre. C'est pas ça.
Et on a un modèle qu'on va appeler le lock mode, qui permet à tous les nouveaux, qui empêche tous les nouveaux fichiers qui ne sont pas classifiés, ça les empêche d'être exécutés en temps réel avant d'être évalués. Fait que le lock mode a empêché l'exécution du cert.exe, qui était la copie du cert utile original. Aurait vu que l'agent.exe qui est rentré est nouveau, c'est un exécutable. Il ne l'aurait pas laissé rouler, il l'aurait analysé. Puis on aurait détecté le DLL qui a REvil dedans, parce qu'il n'a jamais été lancé sur le disque. L'antivirus ne l'aurait pas vu. Mais le DLL, lui, aurait été vu en mémoire. Fait que c'est une protection qui aurait été faite là. Aussitôt que c'est fait, ça renforce les signatures en disant « il y a ça, il y a ça, il y a ça », boum, c'est fini. La deuxième démo, je voulais juste vous montrer, et encore là, j'ai un petit truc que je voulais vous donner. C'est pas évident de faire une démo en temps réel, fait que c'est une démo enregistrée. Pourquoi? Parce que la place que je trouve mes codes, c'est un truc qui s'appelle Malware Bazaar. Encore là, disclaimer, c'est pas une page WatchGuard. C'est une place que des chercheurs vont déposer des strings de malware qu'ils vont trouver. Malware Bazaar, cherchez ça sur le web, c'est une place. Si vous voulez vous amuser, ne roulez pas ça sur votre machine à la maison. Mais il y a vous trouvez toutes sortes de sources de malware. C'est déposé. Il y en a qui sont partageables, dépendamment de qui l'a trouvé, comment que ça marche. En fait, abuse.ch, qui est le site original du Malware Bazaar, a plein d'informations de sécurité. Fait que si vous voulez vous aventurer là-dedans, commencer à lire, commencer à apprendre, c'est une belle place. Yarra Rule pour faire de la recherche, du threat hunting, ces choses-là. Fait que partir une demande en temps réel, c'est pas évident parce que, ça va vite, les signatures s'updatent vite, puis tout ça. Fait qu'en faisant une enregistrée, ça m'a aidé un petit peu. Fait que c'est un .lnk qui a été trouvé sur Malware Bazaar, et je vais lancer le petit vidéo. Je vais l'expliquer en même temps, mais on va voir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a un fichier qui a été cherché, on va l'ouvrir, on va aller voir un petit peu ses propriétés. C'est un .lnk. Donc, je vous ai dit tantôt avec LNK Builder, qui est un outil qui est fait pour pas être gentil. Ils ont bâti un LNK. En fait, c'est ça. Mais si on le copie dans la ligne de commande, on voit qu'il lance conhost. On va voir que c'est ouvrir une console pour exécuter les commandes. Make un directory. Ils vont créer quelque chose. Et on va injecter dans des variables, dans un fichier avec un nom aléatoire, une grosse string de cochonneries. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me dire c'est quoi ça? Pour tout de suite, non. En fait, c'est un code obfusqué. On se rappelle l'obfuscation de code tantôt, c'est de l'encryption. Ça se trouve à être du base 64. Fait que sur Internet, il y a un outil pour décoder du base 64. Si on le code là, on le colle là. On va aller voir, on va décoder. Ça nous retourne une string qu'on va retourner voir dans le notepad qui va nous aider à comprendre un petit peu c'est quoi. Là, vous allez voir qu'encore là, ils ont obfusqué parce qu'ils ont créé différentes variables. Mais quand on commence à coller les variables ensemble, on va voir qu'il y a le script. Script. Fait que là, finalement, au bout, on va voir qu'il va chercher une commande qui s'appelle script pour exécuter un fichier qui vient de l'externe. OK. On s'en va là. Donc, tout ça va aller chercher ça. Fait qu'avant de l'exécuter, juste montrer, la machine, elle avait un anti-malware installé, qui est notre WatchGuard EPDR. Et on va le voir, il n'y a aucune protection d'installer dessus. C'est pas super, je suis dans mes temps. Fait qu'on est en général, les protections sont défaites. Fait que finalement, je pourrais quasiment passer à l'autre, mais juste pour vous montrer qu'on s'est arrangé pour pas que ça le pogne. Fait que juste pour revenir sur comment ça s'est passé. Fait qu'on avait une commande qui vient du LNK. Fait que quelqu'un a dit, le LNK va exécuter ça. Ce n'est pas un raccourci qui nous amenait à C2 points, mes images préférées. C'était vraiment un fichier qui disait, pars une console et exécute les commandes suivantes, CMD. Fait qu'on se rappelle dans la liste tantôt de LOLBAS, quels étaient les fichiers les plus souvent utilisés, CMD, conhost. Et là, quelque part, il y a la certutile en bas, on la voit, certutile décode le fichier qui est la ligne d'en haut, qui pourtant, quand on la regarde, un antivirus passerait à travers de ça et dirait « Non, ce n'est pas un virus. » Pourquoi? C'est jamais la même chose. C'est jamais signé pareil. Qu'est-ce qu'on est arrivé à faire ici? On a pris la string, on l'a décodée, ça nous a donné cette commande-là, qui finalement était getObject, script, ça veut dire on va aller chercher, et insère-le dans la variable en bas, .js. Oh, .js! Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver après ça? WScript, on se rappelle-tu de WScript tantôt, l'ancien script, qui est un Java. Qu'est-ce qui se retrouve à la fin de ça? Bit
BitLocker 2.0. Fait qu'on va cliquer dessus pour le fun. Puis là, ben, on regarde. Là, il fait tout ça pendant qu'on se promène un petit peu. Puis là, à un moment donné, il va nous apparaître la magnifique. Est-ce que j'ai fait pause? Non. Ah! Logbit 2.0. J'ai dit BitLocker, mais c'est Logbit 2.0. Puis, je viens de me faire encrypter. Tout ça avec un LNK qui aurait pu facilement être envoyé avec un email à Mme Tremblay en disant « Ton fichier Excel de comptabilité, il est là. » Oups! Et voilà. Attaque, Living of the Land. Ça va? Fait que tantôt, celle-là, je vais la passer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? J'ai dit sortez des antivirus. Un antivirus, ça détecte les signatures, tout ça. Il faut y aller avec les protections en couche. Ça, c'est notre modèle de protection en couche. On a regardé les détections contextuelles. Tantôt, dans l'attaque de KCA, on a remarqué que l'attaque contextuelle aurait détecté l'exécution du CMD. Fait que ça prend un outil qui va être capable de faire ça. Ça prend un outil qui va dire « Je détecte les exploits ». Les exploits, c'est notre Adobe, que ça fait 5 ans qu'il a été installé, qui n'a jamais été patché, qui doit avoir 32 vulnérabilités critiques dedans. Ça prend un produit que, même si le produit n'a pas été patché, il va voir qu'il y a une tentative d'accès dans la mémoire sur cette faille de sécurité-là. On va aller chercher des outils qui vont faire Zero Trust, notre EDR, qui ne va pas laisser rouler des fichiers tant qu'ils ne sont pas classifiés. Donc, notre copie de certutile à cert.exe pour l'empêcher de rouler, pour être sûr qu'il se passe de quoi. Le DLL pour l'empêcher de rouler, pour être sûr qu'il ne se passe rien. Et le threat hunting, qui est la détection de comportements malicieux, qui dirait il y a quelqu'un qui essaie de disabler notre fameux Windows Defender, c'est pas normal. La commande est legit, est bonne, mais c'est pas normal. C'est un comportement qui présage qu'il va se passer de quoi de dangereux. S'il y en a que ça y tente, si vous avez juste des antivirus chez vous, on a de quoi? Ça coûte 0, c'est gratuit. Si ça vous dit quelque chose, venez nous voir à notre bout. Mon collègue Herb est en arrière. On n'est pas dur à trouver. On est les plus clowns de la gang. On a un outil qui s'appelle le WatchGuard Endpoint Risk Assessment. Vous n'êtes pas obligé de désinstaller votre protection actuelle. Vous déployez un agent à nous qui permet de rouler par-dessus n'importe quoi. C'est en mode, tout est configuré d'avance, en mode je n'écoute, je bloque rien, j'analyse. Et ça va vous sortir un magnifique rapport, multiples pages, qui va vous donner le statut de votre réseau. Vous le laissez rouler 1, 2, 3 semaines. Ceux qui sont fournisseurs de services, vous pouvez faire ça avec vos clients. Ça ne coûte rien. Et on est capable d'aller détecter toutes les applications qui vont avoir roulé là. Alors, on a une liste, tout ce qui va être détecté, on la passe là. Puis, si on va plus loin que ça, si on la laisse rouler assez longtemps, vous allez avoir une visualisation de qu'est-ce qui a été fait, vos applications Office, est-ce que mes licences sont bonnes? Ça, c'est un plus, c'est un bonus qu'on va donner avec ça. Mes pires utilisateurs de bande passante, j'ai-tu un Patrice à quelque part qui fait du Spotify, du YouTube toute la journée? Puis ces affaires-là. Mais le rapport va vous donner un état de statut de votre environnement. Il va rouler un EDR en mode écoute, puis il va vous dire s'il s'est passé des attaques Living of the Land, si vous avez des restants d'attaques Living of the Land, s'il y a de quoi de cacher, puis s'il y a ça. Est-ce qu'il y a des questions? Soyez pas gênés. Et en passant, il y a des gens qui n'étaient pas dans la salle quand j'ai passé pour les cahiers rouges. Si vous en voulez, c'est pour vous, pour m'avoir laissé abuser d'une demi-heure de votre journée, pour vous expliquer des choses que vous saviez probablement déjà toutes. Vous allez au micro pour que ça soit enregistré dedans la belle caméra. Testing, 1, 2. J'ai vu le Advance PDR qui est sorti il y a peut-être quelques semaines. Oui. Le Advance, il apporte quoi de plus que au niveau du threat hunting, il va aller détecter des choses plus avancées. En fait, c'est un outil qu'on a sorti. C'est tous les outils que notre NOC chez WatchGuard utilise, qu'on rend disponibles pour nos partenaires. Fait qu'il fait du threat hunting avancé, fait que toutes les détections avancées, mais que normalement déclencherait beaucoup d'alertes pour rien, parce qu'on a besoin d'être plus avancé. Ça va nous permettre de faire, tantôt j'ai parlé de YARA Rules, Y-A-R-A. On peut faire des recherches avec ce genre-là. Quand j'ai dit, est-ce qu'il y a des restants de malware, des fois, quand le fichier est roulé en mémoire, il va avoir laissé une trace. Les YARA Rules vont nous permettre de faire des recherches, des détections de compromis, puis chercher des restants. EPDR, Advanced EPDR va nous permettre de chercher ça aussi. Ça vous donne des outils pour faire des recherches plus pointues. Fait que ça fait la même chose que l'EDR, mais ça donne plus d'outils à l'administrateur. Oui. Autre question? Non? Ah, vas-y. Dans le Firefox, il y a une
vu dans la suite totale Mhm. d'intégrer le endpoint antivirus pour qu'ils se parlent ensemble, le Firebox. Oui, c'est le XDR. Ça apporte quoi de plus? Ça permet une interaction, ça te permet une vue. Déjà là, quand on parle, il reste 17, 18. Non, j'ai dépassé mon temps, monsieur. Je fais ça vite. Dans le fond, XDR, Extended Detection and Response, c'est quand on a plus qu'une source d'information de sécurité. On a parlé de pare-feu, le Firebox. On a le endpoint. Là, on a qu'est-ce que le poste de travail voit. On a ce que le périmètre voit. C'est tout centralisé à la même place. Fait qu'en faisant cette intégration-là, on a un centre qui voit l'attaque plus en profondeur, qui est capable de réagir plus vite parce que tu as 2 points de vue. Mais en plus, tu as des actions automatiques. Fait que tu es capable de faire dire je pense qu'il se passe de quoi, faire réagir le pare-feu pour qu'il bloque l'attaque qui vient de l'extérieur. Ou le pare-feu qui voit un poste qui pense qu'il ne sait pas qu'il est attaqué. L'exemple que j'ai donné à tout le monde après-midi, les connexions au dark web. Le poste ne le sait pas, mais le pare-feu voit la connexion à ça. Il va pouvoir dire « Hey, mon ami, l'ordinateur, je pense que tu es en problème, isole-toi. » Fait qu'il y a des actions automatiques. Isole-toi, parle plus à personne sur le réseau, parle plus à personne en dehors. On va aviser l'administrateur, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ça un XDR. C'est une corrélation, c'est une synergie entre différentes sources d'informations qui ont rapport à la sécurité. Là, on pourrait rajouter d'autres layers là-dessus. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre temps, très apprécié. Ceux qui veulent en entendre plus parler, on est dans la salle là-bas. Hein? Oui.